Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue une fois de plus sur les antennes de Kemet Télévision dans le cadre de votre émission hebdomadaire ou alors déjà quotidienne Sagesse Kamit. Sagesse Kamit qui reçoit ce matin le patriarche Biloa Aïssi du haut de ses 82 ans sonnés. Il est sur ce plateau ce matin, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs. Nous allons lui rendre hommage. C'est aussi la démarche des Kamites. Nous rendons hommage à ceux de nos patriarches qui sont encore vivants, pas seulement ceux qui sont morts. Et avec lui ce matin, donc, nous allons parler de son livre « Ma vie, ma carrière, la justice de mon pays ». Ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. Biloa Aïssi, ancien commissaire de police, après avoir eu beaucoup de péripéties, bref, il va nous raconter sa vie. C'est un modèle pour la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Il est natif justement du département de la Léké, région du centre Cameroun. Lui qui s'est inscrit dans le combat relatif à la renaissance de l'Afrique aujourd'hui. Patriarche Biloa Aïssi, Otep, bonjour, Mbembekiri et bienvenue. Makiri, je ne peux que dire cela parce que si je continue en étonne, beaucoup de ceux qui nous regardent ne comprendraient pas. Je dis bonjour, je suis heureux d'être dans ce studio en ce moment parce que je sais que je suis dans un studio qui dit des faits et qui ne dit pas l'émotion et qui ne joue pas dans la manipulation. C'est pour cela que je peux dire merci à Kemet et merci à M. Niamti. Ça restera également gravé dans les archives pour moi. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir quand même sur ce plateau un patriarche aux multiples casquettes. Tu as été footballeur, musicien, commissaire de police. Tu as été directeur de publication d'un journal qui s'appelait Afrique Nouvelle. Nouvelle Afrique. Ça fait quand même beaucoup de casquettes, patriarche. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de vie. Et la vie d'aujourd'hui que je voudrais raconter à ceux qui nous écoutent et surtout à mon pays, parce qu'il s'agit de quelque chose de très important. Ce que j'ai eu, je ne suis probablement pas le seul, je ne peux pas être le seul à avoir subi une telle injustice. Donc, je viens pour dire des faits, rien que des faits, qui devraient rentrer dans notre histoire, même comme nous sommes devenus des professionnels de l'effacement. Parce que dès que vous n'êtes plus là, vous n'existez plus. Il n'y a pas d'histoire pour l'Afrique. Vous ne pouvez plus appeler le stade Amadou Ahidjo, ça est devenu le stade Mfandena. Vous ne pouvez plus dire la fondation Irène Bia, c'est devenu autre chose. Cette manière de faire fait qu'aujourd'hui, notre progéniture est perdue. J'ai estimé qu'avant de rejoindre nos ancêtres, qu'il était nécessaire, même fondamental, que je puisse dire à ceux qui nous écoutent et à mon pays ce qui m'est arrivé, parce qu'on a raconté beaucoup de choses sur mon dos et des choses qui n'avaient pratiquement rien à faire avec la vérité. Et j'ai dit, je commence par moi-même, même comme le moi est haïssable, et les autres livres que je vais sortir vont parler du Cameroun. Mais déjà, celui-ci parle du Cameroun puisque je parle de la justice de mon pays. D'accord. Voilà qui est dit, patriarche, vivement que nos ancêtres qui vont te donner davantage une longue vie puissent nous guider et nous accompagner tout au long de cette édition. Comme il est de coutume, nous les invoquons toujours pour qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous donnent toujours cette force-là, n'est-ce pas, pour mener à bien le combat qui est le nôtre, celui de la renaissance africaine. Nous allons donc entrer dans les méandres de cet ouvrage. Biloa Aïssi, commandant X, ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. Tu vas commencer par te présenter aux téléspectateurs et milliers d'abonnés qui ont d'habitude
qui t'écoutent d'habitude, n'est-ce pas, sur nos différentes plateformes. Qui est Biloa Aïssi? Biloa Aïssi est un Nessélé. Biloa Aïssi est un Camerounais. Biloa Aïssi est un Africain. Et cet Africain, on l'a dit déjà, a 82 ans. Et il est né à Ndama, dans l'arrondissement de Liguefomo, qui à l'époque était l'arrondissement d'Obala. J'ai fait l'école primaire à Obala, effectivement. Même le secondaire, je l'ai fait à Obala, au CEG, devenu le lycée d'Obala. Et ensuite, comme on n'avait pas assez d'argent, papa était pauvre, c'était un cueilleur de vin de palme qui a fait des efforts énormes pour envoyer ses enfants à l'école en vendant le vin de palme. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On a réfléchi, on a dit nous ne pouvons pas aller à l'université, mais trouvons un moyen de nous instruire. D'accord. Et quel est le moyen que nous avons trouvé? L'université Cheikh Anta Diop faisait des cours par correspondance. Nous nous sommes donc arrangés pour que déjà à cette époque. Oui, que s'inscrive. Et lui, il reçoit des cours qui servent au groupe. Les leçons ou les devoirs à faire, il fait, et nous faisons, il envoie. Donc, le devoir pour l'université, c'est Niamsi, mais en fait, c'est Niamsi et compagnie. Ça comptait pour les autres. Ça comptait pour les autres. D'accord. Et c'est ainsi donc que je décide en 1967 ou 66 d'abord de m'instruire de cette manière-là et ensuite de faire des concours. Et j'ai fait le premier concours. Comme on me l'a appris, je n'ai pas voulu commencer par le haut, j'ai commencé par le bas. Justement. J'ai fait le concours d'adjoint administratif et je suis admis. Et un an après, j'ai dit comment je peux rester adjoint administratif avec tout ce que j'ai dans la tête. J'ai fait donc le concours d'entrée à l'ENAM. Et je suis admis à l'ENAM au cycle B. À l'époque, nous faisions 2 ans. Il faut dire que l'ENAM, c'est l'école nationale d'administration et de magistrature. Bon. Et lorsque j'ai fini avec l'ENAM en 1972, je vous ai dit, j'étais entré au cycle B. J'ai dit, mais c'est pas possible, moi je ne peux pas rester dans la catégorie B de la fonction publique. Surtout que tu savais que tu étais très intelligent. Oui. Un an plus tard, j'ai donc fait le concours des commissaires de police. Et cette année-là, il y avait 2 places pour le commissaire de police. J'ai fait ce concours, j'ai été admis et je suis allé à l'École nationale supérieure de police. Et comme à l'ENAM, au cycle B, j'étais major, je sors de l'École nationale supérieure de police, major de ma promotion. D'accord. Nous étions une trentaine. Et c'est comme ça donc que je commence la vie active. Et cette vie active, je la raconte dans mon ouvrage. Et elle a consisté à faire en sorte que je mette en pratique les convictions qui sont les miennes et qui demeurent les miennes et qui sont parties de mon papa qui n'avait pas été à l'école, mais qui, tenez-vous bien, je ne sais pas pourquoi, il a choisi d'être UPCiste. C'est-à-dire c'est un parti politique camerounais, Union des populations du Cameroun. Du Cameroun. Et à l'époque, l'UPC était combattu par le régime en place. Et évidemment, quand on voyait un brave homme dans cette posture, on cherchait à l'en détourner. Et les commandants de brigade à l'époque étaient des Français. Et lorsque un commandant de brigade appelait mon père pour lui dire quitte cette affaire, c'est des athées, c'est des communistes, ils ne sont pas bien. Parlant de l'UPC. De l'UPC. Qui est un parti d'opposition à cette époque-là. Oui, et un vrai parti d'opposition qui malheureusement n'existe plus. Et l'ANC était le parti au pouvoir.
L'UNC. L'UNC, c'est le autant parti pour au moi. pouvoir. Qu'est-ce que papa répondait au commandant? Il s'est débrouillé à lui dire ça en français. Je suis hypétiste jusqu'à m'en mourir. Le commandant dit, mais c'est pas possible. Et tu dis quoi? Il dit, je suis hypétiste jusqu'à m'en mourir. Il dit, sortez, laissez ça, on ne peut rien faire avec ce genre de personnes. Et vous comprenez que quand qui dit UPC dit patriotisme. Et c'est ce qui fait que je choisis la police. J'ai choisi la police parce que je sais, moi je crois fermement que la police, c'est un pays. Lorsque la police fait vraiment son travail, il y a des résultats positifs. Oui, il y a des résultats positifs. Il y a ce que viendra dire plus tard et qui ne sera pas suivi. Il y a une sorte de moralisation. Et parce que, comme on dit, la peur du gendarme. La peur du gendarme amène des gens à ne pas faire un certain nombre de choses. Je me suis lancé dans cette aventure malgré l'opposition de ma femme, qui avait une sainte horreur des hommes en tenue. D'accord. Elle avait raison. Si je l'avais suivi, parce que mes camarades, certains ont fini gouverneurs, d'autres préfets et machin, mais moi, j'ai fini à Konangui. Donc avec le recul aujourd'hui, tu te rends compte que madame avait justement raison. Absolument, ma femme avait raison. Elle a toujours eu raison, très intelligente, parce que je souhaiterais qu'il y ait encore ce genre de femmes pour nos enfants, mais est-ce que c'est possible? Pourquoi je dis ce genre de femmes? Je ne prends qu'un cas. Ma femme sortie de l'école normale a mis mon numéro de compte dans son dossier. Ma femme ne connaissait pas ce qu'elle gagne. Ça, c'est presque impossible en ce moment. Donc, si je passe par là. Voilà donc brièvement dit. Mais le véritable problème va se poser lorsque je veux faire appliquer la loi comme cela m'a été enseigné à l'ENAM et à l'École nationale supérieure de police. D'accord, patriarche. Nous allons aller au fur et à mesure. Ça veut dire que s'il fallait, s'il vous revenait de refaire, tu n'entrerais pas dans la police de nouveau. Oh, je n'entrerai pas si c'est le même système. D'accord. Oui, parce que le système actuel est lequel? On nous a appris à l'École nationale supérieure de police qu'il ne faut pas faire la rétention de l'information. Si quelqu'un dit que M. Niamsi est un salaud et qu'on doit rendre compte, il faut écrire ce que celui-là a dit. Mais c'est pas tout à fait cela au Cameroun. Au Cameroun, on dit, le patron n'aime pas ce genre de trucs. Donc, on modifie des informations. Au lieu de donner des informations brutes à celui qui commande, pour qu'il puisse être véritablement informé, qu'il prenne des décisions en fonction d'une réalité, mais pas d'une réalité créée par les gens qui veulent se positionner. D'accord, ok, patriarche. Nous allons justement entrer de plein fouet dans cet ouvrage. Bilo ici, commandant X, ma vie, ma carrière. Commissaire X, autant pour moi. Ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. Ça veut dire, patriarche, que ce sont les péripéties que tu as rencontrées durant toute ta carrière qui t'a motivé justement à pondre cet ouvrage. Oui, à pondre cet ouvrage pour faire l'histoire. Parce que, comme je l'ai dit au départ, on a l'habitude au Cameroun, malheureusement, d'effacer l'histoire. On peut intituler un livre l'histoire de l'effacement. Parce que je suis sûr, compte tenu des faits antérieurs, que lorsque le président actuel ne sera plus président, on va biffer son nom de l'histoire du Cameroun. Il y a des enfants aujourd'hui, des jeunes,
d'un certain âge qui ne peuvent pas vous dire le nom du premier ministre de ce pays, c'est-à-dire André Marie Mbida. Dès qu'il est parti, terminé, il ne faisait plus partie de l'histoire. Ahidjo est venu, dès qu'Ahidjo est parti, c'est fini. Il n'y a plus de stade à Mandou Ahidjo, il n'y a rien du tout. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut craindre que, à la sortie du président actuel, on ne puisse effacer son nom. Et c'est pour éviter ce genre de choses que, d'une part, j'ai écrit, et surtout pour attirer l'attention des Camerounais sur la mauvaise justice et la mauvaise administration de notre pays. Mais Patriarche, est-ce que ce n'est pas parce que ceux que vous citez là ne sont pas entrés dans l'histoire de façon négative qu'on ne les évoque plus aujourd'hui? Nous avons ceux qui sont entrés dans l'histoire positivement, comme les Omniobé, qu'on continue d'évoquer aujourd'hui. Ce n'est pas le pouvoir qui évoque Omniobé, malheureusement. Il a fallu que des Camerounais disent, mais c'est pas possible, c'est lui qui s'est battu et qui a été assassiné parce qu'il voulait que le Cameroun soit indépendant et souverain. On ne peut pas oublier. Oh, monsieur, est-ce qu'il y a une commémoration officielle de... Pas du tout. Bon. Or, on s'est amusé en 1991 de faire une loi citant, nommant des héros nationaux. Et là-dedans, vous savez, il y a Omniobé, il y a Ahidjo, il y a André Marie Mbida. Mais est-ce qu'après 1991, vous en entendez parler? Pas du tout. Alors, non, cette manière est vraiment mortifère pour un pays. D'accord. Donc, moi, je choisis de parler étant encore vivant. Et de laisser des traces. Et de laisser des traces. Justement. Ma carrière, pourquoi j'ai des problèmes? J'ai dit, j'avais eu un très bon maître, un très bon professeur en droit pénal général, en droit pénal spécial. C'était d'ailleurs un magistrat qui a fini sa carrière comme ambassadeur en Espagne. D'accord. Et ce qu'il a mis dans ma tête, je l'ai retenu. Je l'ai retenu parce qu'il insistait sur l'article 1 du Code pénal, qui veut dire que la loi pénale s'applique à tous. Sans exception. Sans exception. Mais j'ai pensé qu'on pouvait l'appliquer au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas le cas Non, aujourd'hui encore, Patriarche? Non, ce n'est pas le cas. Je pars de mon exemple. Je suis major ici, major cela. D'abord, on m'affecte partout en complément d'effectif. En Konsamba, complément d'effectif. À Douala, complément d'effectif. Je fais tout ce que j'ai fait. En tant que commissaire? Je vous dis que je suis sorti j'étais au cycle B. Donc, quand je suis sorti, j'étais officier de police. Complément d'effectif. Et lorsque je deviens commissaire de police, ça va continuer. Ça va continuer jusqu'au jour où on vient voler dans ma maison à Loncac. Je porte plainte au commissariat central comme tout citoyen. Mais je vois que ça traîne. Une semaine, 2 mois, 3 mois, il n'y a rien. J'ai dit au délégué, écoutez, moi, je vais faire l'enquête, mon enquête. Une semaine après, j'avais les voleurs et tout ce qu'ils avaient pris chez moi. On dit, ah, c'est comme ça donc qu'on m'envoie à la direction de la police judiciaire. Et à la direction de la police judiciaire, je trouve quelqu'un d'honnête et de compétent. Il s'appelle Martin Bagangele. L'actuel délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun. Effectivement. Et c'est lui qui va dire à la hiérarchie tous les exploits que je fais par
ma manière de travailler. Et c'est comme ça qu'on va m'envoyer une lettre de félicitations. Un mois après la lettre de félicitations, je suis enfin nommé chef de la brigade provinciale de police judiciaire du centre du Sud. Je commence donc mon travail et je l'applique de telle manière que les gens se demandent ce qui ne va pas. Vous verrez, le nom du commissaire X ou le pseudonyme. Justement, j'allais poser la question à la suite. Ce sont les bandits. Commissaire X. Ce sont les bandits qui m'ont donné ce pseudonyme parce qu'à l'époque, il passait dans les salles de cinéma du Cameroun un film intitulé « Le commissaire X traque les chiens verts ». Et effectivement, quand les bandits ont vu ce que je faisais, ils ont dit « ça c'est notre commissaire X » parce que j'ai traqué les chiens verts, c'est-à-dire les délinquants. D'accord. Et alors, d'où vont venir mes problèmes? C'est d'abord l'application sans distinction de la loi pénale, et j'y croyais, et le fait que je ne suis pas entré dans un certain nombre de choses qui gouvernaient le Cameroun depuis le premier président. J'ai refusé. J'ai dit en tant que patriote... Comme quoi, par exemple, patriarche, c'est sans tabou, hein? Je ne peux être ni franc-maçon, ni rosicrucien. D'accord. Et je vous assure que si j'avais été franc-maçon ou rosicrucien, c'est moi qui serais délégué général à la Sûreté nationale aujourd'hui. Bon, bref, je vais avoir des problèmes. Comment? Après, j'applique, je suis à mon bureau. Il y a une jeune dame qui arrive, qui me dit, elle me jette un carnet de réquisition. Parce qu'à l'époque, les réquisitions ont donné... Se faisait par... Oui, quand un fonctionnaire se déplace ou bien quand il est en mission, et il remplissait et il donnait, c'est le transporteur qui se faisait payer. La fille me dit, voilà, mon compagnon est devenu subitement riche et il a trouvé qu'une femme, ça ne lui convient plus, il en faut beaucoup, mais malheureusement, c'est ma petite sœur qui a pris. Et moi, je n'accepte pas ça. Je regarde le carnet, il était déjà à moitié consommé. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Quand je me renseigne, j'ai toutes les informations. Et il y a 2 gangs qui utilisent cette méthode. Il y a un gang dont le patron est au ministère des Finances, au service des dépenses communes. Il s'appelle Waha Emmanuel. Le patron d'un gang, oui, qui se trouve au ministère des Finances. Ministère des Finances. L'autre patron du gang, c'est l'imam de la mosquée de la briqueterie. Patriage. On va s'arrêter un temps. Tu parlais de imam. Imam de la mosquée de la briqueterie. Il y avait une seule grande mosquée, c'était seulement la briqueterie. Ah oui, la mosquée de la briqueterie. De la briqueterie. En plein cœur de Yaoundé. Effectivement. Je prends donc... Il était chef de gang. Chef de gang. Un imam. Un imam. D'accord. Et alors, je prends ce document, je m'en vais voir, il est encore vivant, Amadou Moustapha, vice-ministre des Finances. Je lui dis, Excellence, regardez ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut continuer, il faut faire l'enquête à fond ou bien il faut laisser? Il me dit non, à fond. Ça, c'est trop. Parce que ces gens prenaient minimum 50 à 100 millions par mois par ces méthodes de fausses réquisitions. Puisque le responsable, Waha Emmanuel, et tous ceux qui recevaient les réquisitions et qui validaient leur paiement. Alors, le même ministre, toujours vivant, Amadou Moustapha, me dit, il faut aller à fond. Et ensuite, si tu saisis de l'argent,
dans cette affaire, n'envoie pas cet argent en scellé au parquet. Parce que l'argent qui a été saisi, beaucoup d'argent, en 1972, lors de la fameuse histoire de la Cannes, nous n'avons plus... 1990 1972. En 72, d'accord. La Ouais. première Cannes organisée justement par le Cameroun. Par le Cameroun. Il dit, nous n'avons plus revu un seul franc. Donc, si tu saisis l'argent, il faut le déposer au compte de dépôt et consignation du Trésor. De telle manière que celui qui a cet argent, s'il gagne son procès, il vient avec le reçu, et je vais te montrer, j'ai ce reçu du dépôt de ces fameux 2 millions. Mais malheureusement, pour moi, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis du côté de nos frères musulmans, et je me suis fait beaucoup d'ennemis du côté de nos frères Bassa. Pourquoi? Parce que une fille, nièce de Charles Ndoumba, il était à cette époque-là ministre de la Justice. Sa nièce est morte à Yaoundé parce qu'on a fait un mauvais avortement. Et le mauvais avortement avait été fait par le docteur Bouga. J'ai fait l'enquête et cette enquête a amené M. Bouga En prison. en prison. Et on a estimé qu'il fallait, comme les musulmans, on a jeté une fatwa contre moi, il fallait qu'on me tue. Bon, bref, je choisis là les choses qui fondent mes aventures, s'il faut le dire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je fais l'enquête sur les fameuses lignes 94 et 65, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dont on en parle encore longuement aujourd'hui. Aujourd'hui, je commets l'erreur de vouloir arrêter le siphonnement de ces lignes. Et je me mets donc à dos les gens dont je parlais tout à l'heure. Et je me mets à dos également un autre monstre, ça il faut le dire. Il s'agit de quoi? Il s'agit, je suis à mon bureau. Quelqu'un, un bandit, que mon enquête a envoyé à Konangui, m'envoie une lettre. Il me dit, je peux t'aider à neutraliser le gang qui vole les voitures à Yaoundé. Parce que moi-même, je faisais partie de ce gang, donc je connais à fond. Je prends la lettre, je m'en vais trouver le procureur. Je lui dis, voici ce qui est dit. Il me dit, non, il faut faire une enquête. Et cette enquête, je vais la faire de manière tout à fait officielle. Et l'enquête va m'amener à Meinganga. C'est là où se trouve le patron. C'est une ville du Nord Cameroun. Ouais. Le patron s'appelle Aladji Garba Yaro. Je forme donc mon équipe et je m'en vais à Meinganga. J'arrive à Meinganga, je ne trouve pas le sous-préfet. À l'époque, il n'y avait pas encore de commissariat de sécurité publique. Là-bas, il n'y avait que la gendarmerie. Vous comprendrez pourquoi je le précise. Je vais donc à Meinganga avec une équipe de 2 gardiens, un inspecteur et un officier. Avec les informations que le prisonnier m'a données. Il m'a dit, tu arrives à Meinganga, à tel endroit, tu demandes qu'on ouvre le saré. Et c'est ce que j'ai fait. On ouvre, on trouve une voiture. On ouvre, on trouve une voiture. Le saré, c'est quoi? Saré, c'est-à-dire comment... C'est comme ça que ça s'est dit là-bas. C'est un peu le camp. Ah, d'accord. Et
Je prends donc ces voitures et je prends les chauffeurs de ces voitures. Quand je demande au chauffeur de me donner les dossiers des voitures, il me dit non, c'est le patron qui a les dossiers. Il dit le patron, c'est qui? On dit Aladji Garba-Yaro. Je m'en vais effectivement chez Aladji Garba-Yaro et c'est lui qui a les dossiers des véhicules qu'il a commandés à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il a demandé qu'on vole, qu'on lui apporte. On a volé, on a apporté. C'est lui qui garde les dossiers. Alors, M. Nyamsi, je suis face à Aladji Garba-Yaro, qui, à l'époque, est peut-être le plus grand sur le plan le plus grand opérateur économique. Oui. Bon, je prends les chauffeurs et je commets l'erreur d'interpeller Aladji Garba-Yaro. Je les amène donc à la brigade. Pourquoi c'est une erreur? Puisque c'était un bandit. Non, quand on arrive à la brigade, le commandant de brigade me dit, monsieur le commissaire, vous allez où avec ce monsieur? J'ai dit, mais il va en cellule comme ceux que j'ai d'abord emmenés. Il me dit quoi? Moi, mettre Aladji Garba-Yaro en cellule, toi tu vas partir à Yaoundé et moi je vais rester ici. Non, c'est pas dans mes cellules. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'appelle ma hiérarchie, je demande qu'est-ce que je fais face à cette situation. Face à cette situation, ma hiérarchie me dit, laisse une convocation à Aladji Garba-Yaro pour qu'il te suive à Yaoundé. D'accord. Et c'est ce que je fais. Je ramène les chauffeurs, mes notes au point à Yaoundé. Et les chauffeurs vont prendre 20 ans. Aladji Garba-Yaro. De prison. De prison. Aladji Garba-Yaro va me suivre. Et ce ne sera même plus moi qui l'entends. C'est le directeur adjoint de la PJ qui va l'entendre. Et il ne va pas faire... Il ne connaît pas le chemin qui va à la cellule. On finit de l'entendre et il s'en va. Alors, monsieur, voilà où je me mets encore mes frères sur le dos. On ne voit que moi. Or, quand un officier de police judiciaire fait une enquête, ce n'est pas lui qui juge. C'est le magistrat qui juge, qui estime que les faits rentrent dans le cadre d'une infraction. Mais c'est sur moi qu'on va se rabattre. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer que ceux qui me chouchoutaient, même à l'intérieur de la Sûreté nationale, et certains qui n'étaient d'ailleurs pas très contents, certains de mes frères, je ne cite pas le nom, que je pensais, et des aînés, que c'est eux qui vont me tenir la main. Quand ils ont commencé à dire les longs crayons sont venus, ça, eux, ils voyaient leur mise à l'écart. Ils étaient jaloux de ta position stratégique. Oui, effectivement. Dans la police. Qu'est-ce qui va se passer? On va donc inventer deux affaires. Dans l'affaire Bouga, on va dire que j'ai arbitrairement arrêté un de ces... C'était un garçon de salle. On lui dit, fais-lui une citation directe. Il fait la citation directe. On dit au blanc, où j'avais saisi les 2 millions, de se plaindre. Le blanc se plaint que j'ai détourné l'argent. Ça nous plonge dans le 3e chapitre justement de ce livre, Les problèmes et la prison. Ouais. Alors dis-nous, Patriage. On fait donc, on crée une affaire. On m'entend, et comment on va m'entendre? Écoutez bien. Le procureur général m'appelle, il m'envoie même une convocation. Je m'en vais, il me dit non, c'est le procureur de la République qui a besoin de toi. Toi, en tant que commissaire de police? Je suis en fonction. D'accord. Je suis parti de mon bureau. Et je m'en vais donc voir le procureur
de la République. De la République, Monsieur Laurent Esso. Laurent Esso, Laurent Esso. qui est le ministre Absolument. de la Justice, garde des Sceaux, Effectivement. au moment où on parle. J'entre dans son bureau, je lui demande qu'est-ce qu'il y a. On me dit tu as détourné 2 millions. Je mets la main dans la poche parce que moi j'étais déjà informé. J'ai fait une photocopie du reçu du dépôt de cet argent à la caisse de consignation du Trésor public. Comme tu l'avais suggéré. Oui, comme le ministre. Il me dit, écoutez, monsieur, moi, on m'a dit de vous mettre sous mandat de dépôt. Donnez-moi votre carte d'identité. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Ma carte d'identité est dans ma voiture. Je sors donc de son bureau qui est au 2e étage pour aller prendre ma carte d'identité. Mais en chemin, je me dis, cette situation-ci, le délégué n'est pas au courant. Cette tournure, le délégué n'est pas au courant. J'entre donc, je descends. Et au rez-de-chaussée, je vois un goumier, c'est-à-dire un gardien de prison, qui me braque avec son vieux masque 36, les yeux. Je lui dis, c'est quoi ça? J'ai fait comme ça parce que moi, j'ai laissé mon pistolet. Je le portais au pied. Ah, d'accord. Je tire le pantalon, je sors mon pistolet, je l'arme, je lui dis pose ça à terre, sinon je t'envoie rejoindre nos ancêtres tout de suite. Il pose son truc par terre. J'entre donc dans la voiture, j'ai dit non, cette situation, il faut que le délégué soit au courant. Au courant. Je m'en vais, le délégué me reçoit, et qu'est-ce qu'il me va? Il me dit le procureur vient de faire un mandat d'arrêt contre toi. Mandat d'arrêt? Ok. Je prends mon pistolet, je prends ma carte d'identité? Non, carte professionnelle. D'accord. Je donne au délégué et je sors. Je dis il faut que je aille dire raconter cette situation à ma femme. Quand j'arrive à la maison, je trouve au moins 12 policiers armés. Et le délégué a accepté de prendre ton arme et ta carte professionnelle? Absolument. D'accord. Et on me cueille donc devant chez moi, à la montée SNI, parce que c'est là que j'habitais. Vous savez où on m'amène? Non. Directement en prison. C'est en prison qu'on va me notifier le mandat. Vous comprenez ça? Bon, mais je ne vais pas me dire oui, c'est fait. Je dis mais non, on ne peut pas me maltraiter de cette manière et je me laisse faire. On engage donc, les procès s'engagent. En première instance, on me condamne 2 ans parce que j'ai arrêté de manière arbitraire quelqu'un. Bon. Et l'autre motif, détournement? Évidemment, 2 ans. Bien que tu avais le reçu qui prouvait que tu avais déposé justement cet argent. Effectivement. Et ce reçu, tu l'en as encore jusqu'à aujourd'hui? Je vais te le montrer parce que il faut que les Camerounais sachent ce qu'est leur pays. On ne peut pas continuer de cette manière-là à maltraiter des gens qui veulent travailler pour le pays. Je vais trouver le reçu en question. Le reçu en question. Incroyable, patriarche. Mais vrai. Monsieur Niamsi, voilà le reçu de dépôt de 2 millions. Et comment j'ai déposé? J'ai dit que c'est la délégation générale qui dépose cet argent pour le compte de Loé Emmanuel, parce que
c'était chez lui que l'argent avait été saisi. Pour que s'il gagne le procès, qu'il reprenne ces 2 millions. Voilà le reçu en question, daté du 9 octobre 1978. 9 octobre 1978. Et au recto, voilà le montant, 2 millions de francs CFA, et il est bien mentionné, Délégation Générale Sûreté Nationale. Pour le compte de Loé Emmanuel. 2 millions de francs CFA en lettres et en chiffres. Voilà, c'est avec preuve à l'appui, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Ah ouais. Alors, dans tout ce procès, je leur ai dit, non, écoutez, monsieur, on m'a déjà envoyé à Conakry, mais c'est une erreur. Vous ne pouvez pas me juger. La loi, le statut spécial de la Sûreté nationale me donne le privilège de juridiction. Personne ne veut m'écouter. En première instance, condamné 2 ans. Deuxième instance, condamné 2 ans. J'ai dit, je ne m'arrête pas là. J'ai saisi la Cour suprême et la Cour suprême, c'est la Cour suprême qui va décider. Je ne sais pas, je t'ai montré un document. C'est l'expédition de l'arrêt de la Cour suprême de décembre 1982. Il faut lire la décision pour que tout le monde sache de quoi il est question. D'accord. Décision de la Cour. Appel recevable. Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau. Déclare irrecevable la citation directe servie à la requête du sieur Belkal Samuel. Le prévenu, Biloa Aïssi, bénéficiant du privilège de juridiction en tant que commissaire, annule en conséquence tous les effets de cette citation directe, dépend à la charge du Trésor. Biloa fait donc quoi en prison? Nous sommes en audience du 10 décembre 1982. Depuis 1982, la Cour suprême a annulé la décision de citation directe contre ta personne. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tu es sorti de prison ou tu es resté en prison? Ici, je vous montre ma levée de cours. Dans la levée de cours, on ne met pas pourquoi j'étais en prison. On ne met pas pourquoi j'étais en prison. Je vais sortir de prison un jour parce que ça, il faut le dire pour lui rendre hommage. Mon oncle était ministre de la Santé. C'est lui qui trouve moyen de faire en sorte que je ne sois pas dans l'enfer de Konangui. On m'a trouvé une maladie et on m'a donné une chambre à l'hôpital central où j'ai mis 2 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que tu as purgé ta peine quand même, mais à l'hôpital. À l'hôpital. Alors que la décision de la Cour suprême est assez claire. Est assez claire. Elle est limpide. Surtout parce qu'en droit, les mots ont leur valeur. Exactement. Vous verrez. Puisqu'il est bien dit que tu bénéficiais de la du privilège de juridiction. Alors, on dit le prévenu Biloa. En 1982, on me considère comme prévenu, mais je suis déjà radié de la sûreté. On m'a donc renvoyé. Pourquoi? Est-ce que la décision de justice avait déjà acquis l'autorité de la chose jugée? Non. Puisque le prévenu attend d'être jugé, et c'est après sa condamnation donc on peut décider d'entreprendre des marches de... Sur le plan administratif, à ce moment, la révocation se justifie. Mais moi, je serai
j'allais dire, chassé de la police avant que les décisions de justice ne prennent l'autorité de la chose jugée. Et on va continuer comme ça. Après tes 2 ans à l'hôpital, un matin, on vient me dire, comme prévenu, rentre chez toi. Rentre chez toi. Je prends mes choses, je rentre. Je vous dis, c'est une histoire à peine croyable. Si il n'y avait pas des documents, on pourrait penser que je suis en train de raconter des histoires. Et je te dis, parce que je n'ai jamais été condamné, la Cour suprême a annulé. La preuve, voici un bulletin d'extrait de casier judiciaire. C'est en quelle date? Nous sommes le 11 novembre 2019. Et on me donne le bulletin numéro 3. Et tu vois, condamnation, néant. Exactement. C'est ça, hein, on parle avec les preuves à l'appui, madame, messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés. Condamnation néant dans son casier, l'extrait du casier judiciaire. Nous sommes en 2019. Or, moi, depuis 1982, j'ai été déjà viré rapidement. De la police? De la police. D'accord. Et ce que je voudrais préciser, ce n'est pas pour déranger les gens, ce n'est pas pour me bomber le torse. Je suis commissaire de police, mais je ne suis plus en fonction. Parce que ce n'est pas une nomination. C'est un concours et c'est un diplôme. J'ai le diplôme de commissaire de police, mention bien. Je n'ai pas amené, mais on peut, puisque ce n'était pas à Libreville ou bien à Paris ou à N'Djamena, on peut vérifier ce que j'ai dit. C'est logique. Malgré que tu as été révoqué de la police, tu restes commissaire. Commissaire, parce que personne ne prendra jamais mon diplôme de commissaire de police. Personne. Il m'appartient. Et je dis, il est temps que le préjudice qu'on m'a causé. Quand je parle de 1982, nous sommes aujourd'hui en 2023. Ça fait 41 ans. 41 ans. Toutes les correspondances que j'envoie à la présidence, on bloque. Même pour dire d'autres choses au président de la République, parce que j'en ai beaucoup à lui dire. Ce n'est pas de ce que nous parlons là. On bloque. On ne me laisse pas un espace, un tout petit espace, pour que le président soit informé de ce qui s'est passé. Parce que, sans outrecuidance, je suis de ceux qui, dès le départ, comme tous les Camerounais, croyaient au président. Je suis de ceux-là qui se disaient, non, Aïdjo était sanguinaire, voilà quand même quelqu'un qui va peut-être changer les choses. C'est comme ça que le président Biya a été accueilli. Et j'ai fait de très grandes choses pour lui que les prévaricateurs qui l'entourent n'ont jamais fait, ne peuvent même pas faire. D'accord. Donc, je dis ceci. Ce que je demande, puisque mes lettres ne parviennent pas au président, je ne voudrais pas, à 82 ans, je ne voudrais pas rentrer travailler. Je veux qu'on reconstitue ma carrière jusqu'au niveau de la retraite. On reconstitue et puis on me paye cela ainsi que les dommages. Les dommages, on m'en a causé. Monsieur Nyamsi, si je n'avais pas d'enfant, si je n'avais pas une femme merveilleuse, je serais mort depuis longtemps. Parce qu'on ne peut pas vivre en notre temps si on n'a pas quelque chose qui vous permet de vivre. C'est-à-dire que si on n'a pas de l'argent. Et
On a tout fait, mais ils ne connaissent pas que la formation qui est la mienne et qui m'a permis, j'ose le dire ainsi, qui m'a permis d'être encore vivant à mon âge. D'accord. D'accord, patriarche. Voilà, nous allons rapidement prendre une courte transition et on va revenir pour passer justement à un autre chapitre, le chapitre 4 de cet ouvrage et le dernier, la réinsertion, 2 points, rencontre avec le journalisme. Là, on va voir un autre Bilo ici. Nous prenons très rapidement une transition, on se retrouve juste derrière pour poursuivre cet échange. Retour sur le plateau, madame, messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre émission Sagesse Kamit qui en cette matinée rend hommage au patriarche Bilo ici, avec qui nous essayons de décortiquer son ouvrage Bilo ici, commissaire X, ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. Alors, patriarche, après cet épisode douloureuse que tu as vécu, tu t'es reconverti. Je me suis reconverti, je ne pouvais pas ne pas me reconvertir. Parce que, il faut que je le dise maintenant, lorsque on considère le policier et le journaliste, souvent on ne voit pas le lien. Il y a un lien, sauf que le policier a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'interpeller, alors que le journaliste il fait ses enquêtes et machin, il les publie, mais il ne peut pas interpeller. Et je voulais préciser avant qu'on ne passe à la presse que il y a un véritable malaise dans notre pays. Mais que ceux qui profitent de la situation pourrie qui est la nôtre cachent. Et ils cachent profitant de ce que le président Biya est fatigué. Il faut le dire. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu. Malgré mes problèmes là, lorsque je suis sorti, il était colonel à cette époque, le colonel Benaï m'a dit, pardon, je connais ta valeur, viens me donner un coup de main. Parce que c'était lui le patron de la sécurité présidentielle. Non, état-major particulier. D'accord. Du chef de l'État. Du chef de l'État. J'y suis allé. Et quand je dis que je connais le président, c'est par là. Toutes les informations que je donnais, lorsque le président les avait, il réagissait. Et c'est pour ça que je peux me permettre, je ne peux pas dire sur quoi nous avons... et sur quoi j'ai écrit, mais je dis qu'il réagissait. Et d'ailleurs, s'il ne l'avait pas fait, il serait déjà mort. Parce que plusieurs fois, j'ai sauvé la vie du président de la République. J'ai dit, j'affirme que j'ai sauvé sa vie. Parce qu'à un moment donné, on devait le tuer au palais même, mais en faisant sauter par des explosifs là où il était. C'est moi, Bilo ici, qui ai trouvé comment la chose se concoctait, et j'ai dit à Benaï, qui a dû aller dire au président que j'étais dans mes méditations, les grands esprits m'ont dit ceci. Il a récupéré justement cette idée-là. Ouais, mais toutes les informations que je lui donnais, il ne disait jamais au président que c'est moi.
Je prends un cas simple, c'est-à-dire ce n'est pas un cas compliqué. Vous savez, le coup d'État manqué, c'était en avril. 1984. Oui. Je vais au palais, j'y allais tous les jours parce que le colonel Naïm avait donné la voiture, la 504 noire du colonel Daouda. J'allais tous les jours. Alors, nous sommes là et il me dit, bon, je vais à la réunion, on va voir l'histoire de la fête du 20 mai. Quand il revient, il me dit, ok, on a tout arrangé, la fête aura lieu. Je lui dis, mais, mon colonel, dites-moi, honnêtement, maintenant, qu'est-ce que nous avons pour protéger le président de la République contre un bon tireur isolé qui dit je ne fais pas de complot, je ne demande rien à personne, on en a marre de billard, il faut que j'en finisse. J'ai dit, qu'est-ce que nous avons pour le protéger? C'est-à-dire, il se met quelque part avec un fusil, c'est un tireur d'élite. Il me dit rien. J'ai dit, mais alors, pourquoi vous avez dit au président donc d'être au boulevard le 20 mai? Vous savez que les armes circulent encore, non? Je lui dis, on a tué des Camerounais. Et ça, c'était juste un mois après le coup d'État, hein, parce que le coup d'État était en avril. Oui, oui. J'ai dit, va dire au président, les Camerounais sont morts, qu'il en profite pour faire une journée de deuil, qu'il n'aille pas au boulevard. Il dit ok. Il est sorti, il dit il m'en veut voir le président. Quand il revient, il me dit le président dit que tu as raison. Il ne lui a pas dit que c'est vélo, hein. Il t'a dit que j'étais en pleine méditation comme c'était un maître. Et que les esprits m'ont dit que machin ceci. Je le sais parce que le président Biya n'est pas. Il sait reconnaître les bienfaits. Vous connaissez certainement l'histoire de Mono Diana. Exactement. Et il envoyait de l'argent. Et à son âme qui est mort il y a quelques jours. Oui, il envoyait de l'argent à Mono Diana, mais on coupait. S'il envoie 1 million, on va donner 100 000 francs à Mono Diana. Bon, ça a toujours été comme ça. Le président n'a jamais eu la chance d'avoir d'honnêtes personnes autour de lui. Alors, il revient, il me dit que le président a dit que tu as raison. Il ne lui a jamais dit que c'était moi. Je suis sûr. Et parce qu'il était malhonnête, il va mourir frappé au bord de la mer. De la mer à Kribi, justement. Et je t'expliquerai en off pourquoi il est mort comme ça. D'accord. Parce qu'il ne sait pas ce que moi, Bilou, ici, et Avava, nous avons fait pour protéger le président. Bon, D'accord, Patriarche. Maintenant, ta réinsertion, ta rencontre avec le journalisme. Est-ce que ta passion pour le journalisme vient du fait de tes enquêtes menées en tant que commissaire de police dans une ancienne vie, Patriarche? Parce qu'il faut rappeler que tu as été directeur de publication du journal Nouvelle Afrique, cette Afrique nouvelle que tu as toujours souhaité pour nous, dans le combat que tu mènes depuis belle lurette. Non, je me retrouve dans le journalisme parce que je dis, le policier, lui, il fait des notes qui ne sont pas destinées au public. Mais le journaliste, lui, fait des notes qui sont destinées au public. C'est pourquoi il collecte, il traite et il diffuse les informations. Et il diffuse. J'ai dit, c'est ça que je vais faire. Je vais continuer à rendre service à mon pays de cette manière-là. Et c'est comme ça que je me retrouve. Donc, je commence avec Ndiana Semé dans son journal Nouvel Indépendant. Et quand Ndiana Semé s'en va, on se brouille un peu parce qu'il avait des méthodes qui ne me plaisaient pas beaucoup. Je crée donc mon propre journal et je commence à le diffuser. Si je vous montre les unes de mon... D'ailleurs, les unes de mon journal et quelques articles feront l'objet d'un livre.
Parce que si, je me suis dit, à la police, à la Sûreté nationale, les notes qu'on fait sont destinées à une personnalité. Alors que le journaliste s'adresse à la foule. Je dis, je veux profiter de dire en public ce que je disais. Quand tu étais commissaire de police. Oui. Et cela m'a valu d'être... nous avons créé un organisme, journaliste libre, et je suis du Cameroun. J'ai été élu à l'Assemblée générale, secrétaire général, vice-président plutôt, lorsque la nouvelle parvient au ministère de la Communication. Le ministre de l'époque, il dit, mais comment vous pouvez mettre Biloa vice-président? C'est quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser. Et il faut enlever. Mais évidemment, ceux qui sont saisis de cette manière-là viennent vers moi et me disent, je leur dis, allez dire au ministre que s'il veut la honte, je vais lui faire honte. Parce que il demande à des individus de me mettre hors, alors que c'est l'Assemblée générale qui m'a élu. Ce ne sont pas les deux individus qu'il a convoqués qui peuvent me dire, tu n'es plus vice-président. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Et le ministre en question, je te dirais, comme je ne veux plus soulever des vagues, d'accord, justement. Je te dirais en off, je prends donc mon bic, je commence à dénoncer la prévarication, les détournements, l'homosexualité. Et je vais aller d'ailleurs très loin. En 2006, je prends sur moi de faire une liste qu'on a appelée le top 50. Justement, qui a fait des vagues. Oui. Le top 50 fait des vagues et on nous voyait tous en prison. C'est-à-dire, Amogo Velinga, Dieudonné Veng et Biloa ici, puisque c'est les trois journaux qui ont sorti le top 50. Et évidemment, ce n'était pas... Les listes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Je vais dire pourquoi. Bon, on nous voyait tous en prison. Et on a même envoyé un journaliste français faire une conférence de presse épaulé par la femme qui dit défendre les intérêts des homosexuels, là, comment elle s'appelle, maître Alice Com. Oui, Alice Com. La première avocate du Cameroun. Oui. Et on va faire donc une conférence au niveau de l'ancien palais. C'est là que j'ai mis ces gens-là dans la sauce. Comme on le dit communément ici au Cameroun. Comme on le dit communément ici au Cameroun. Mais j'ai constaté qu'il y avait des camarades, des confrères, qui, profitant du bruit et de l'émotion, sont allés voir certains qui étaient cités. Mais au lieu qu'ils viennent, par exemple, me voir, me dire, mais tu as cité tel, mais comment tu as fait pour savoir? Non, personne n'est venu pour nous poser cette question. Bref, on nous voyait tous en prison, mais on n'a pas pu être en prison parce que... Les faits étaient avérés ou alors il y avait autre chose? Non seulement les faits étaient avérés, mais ils ont craint une chose. Parce que le jour où nous avons amené une télé, un lecteur de cassettes, et pour dire, puisque nous mentons, vous allez voir les images. On a coupé le courant. On a coupé le courant. Et finalement, j'ai dit, secoué par l'émotion, ces gens sont venus un jour d'audience, ils décident de nous condamner. Mais ils n'écrivent pas la condamnation avant.
Parce que c'est ce qui est exigé au magistrat. Tu ne vas pas inventer une condamnation et tu dois écrire ta décision puisque tu as étudié le dossier. Ils commettent cette faute que nos avocats ont récupéré et puis nous ont dit laissez sortir avant qu'ils ne disent quoi que ce soit. Nous sommes sortis, ils sont restés raconter ce qu'ils voulaient et les avocats ont attaqué et ils ont eu gain de cause. Donc, ceux qui, à cette époque-là, estimaient que nous étions, je ne sais pas quoi, qu'on ne disait pas la vérité, je vais vous dire quelques cas seulement. Je suis chez moi, une de mes nièces m'appelle précisément la fille de l'ancien ministre de la Santé, Etemolwa, qui était mon oncle. Sa fille m'appelle. Il me dit, viens. Et effectivement, je m'y rends. Il me dit, l'histoire du mariage là, moi, je quitte mon mariage. Je dis, pourquoi? Toutes les femmes ont besoin d'avoir un mari. Toi, tu es un mari, et puis tout d'un coup, tu me dis que tu quittes. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est ça que tu appelles un mari? À son âge, il porte les couches comme un enfant. C'est pas possible, ça. Non, moi, je ne peux pas supporter ça. Effectivement, je connaissais le nom de son mari. Et le nom de son mari était sur la liste. J'avais un témoin. Et pour ne prendre que ce cas-là, pour dire, on n'est pas allé comme ça, si certain. Parce que je ne plaide pas pour les autres, je plaide pour moi. Moi, c'était la recherche de l'information et sa publication. Voilà ce que j'ai fait. Donc, ce qui, en 2006, nous donnait tort, où est-ce que nous en sommes avec l'homosexualité? On en a connu de toutes sortes. On voit même le dernier crime. Je crois que Martinez Zowa même été sodomisé avant qu'on ne le tue, puisqu'en plus on lui a mis un truc au derrière. Et ce sont les résultats justement de l'autopsie faite par le médecin. Oui, effectivement. Donc, il faut dire qu'à cette période, tu étais très acerbe justement contre certains membres du gouvernement. Il y a même une célèbre émission à cette époque-là dans une chaîne de radio, TBC pour ne pas la nommer, qui s'appelait La Ligne de Mire, où alors vous aviez été avec les autres vraiment très acerbe contre ces membres du gouvernement qui pratiquaient justement ce genre Je dis, je ne peux pas mentir sur un Camerounais. Je dis encore, je ne peux pas être contre un Camerounais. Je suis contre des idéologies qui ne nous arrangent pas. Quand je parle de la franc-maçonnerie, un franc-maçon ne peut pas être Camerounais. Il faut qu'on le sache. Un rosicrucien ne peut pas être Camerounais. Or, il y en a là qui sont à la fois francs-maçons et rosicruciens. Parce que c'est ça qui paye. Il en fourmille beaucoup. Je dis qu'on me comprenne bien. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas être Camerounais et franc-maçon? Parce qu'il y a un serment. Et le serment ne te permet plus de servir ton pays. Le serment te permet d'obéir. Perende ac cadaver, comme on écrit chez les... il y a une secte là. D'ailleurs, c'est la même chose pour les francs-maçons et les rosicruciens. C'est-à-dire, tu dois obéir comme un cadavre. Lorsqu'on prend un être normal et que cet être normal accepte d'obéir à un autre comme un cadavre, est-il encore un être normal? Pas du tout, pas du tout. Est-il encore camerounais? Parce que la franc-maçonnerie, ça n'a pas été créé au Cameroun pour servir le Cameroun.
La même chose pour la rose croix et le pouce dei. C'est la même chose. Donc, et ça se passe justement dans la quasi-totalité des pays francophones, africains. On a su comment nous avoir. C'est pour ça qu'on s'est arrangé que la plupart des chefs d'État en Afrique soient dans ces choses-là. Quand un maître dit à un chef d'État, je voudrais que tu mettes M. Nyamsi au ministère de la Communication. L'autre sait que c'est un ordre. On met Nyamsi. Est-ce que celui qui demande qu'on mette Nyamsi, c'est pour servir le Cameroun ou c'est pour servir ses intérêts? Donc, qu'on me comprenne bien, certains de mes frères francs-maçons qui ne veulent même plus me prendre au téléphone dès qu'ils ont compris que j'étais contre, c'est leur problème. Ils demeurent mes frères. Le Camerounais est mon frère. Je ne suis pas contre un Camerounais, je suis contre comment je pourrais dire ça, des idéologies et des spiritualités, entre guillemets, qui ne sont pas les nôtres et qui ne servent pas l'Afrique, parce que l'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous avons des choses extrêmement précieuses dans le domaine de la spiritualité. Justement, on en vient pour finir avec cette émission. On sort de la période du journalisme pour entrer justement dans la période où tu mènes le combat relatif pour la renaissance de l'Afrique, patriarche. Parce qu'aujourd'hui, tu es compté parmi ceux-là des patriarches infatigables, n'est-ce pas, qui luttent pour la renaissance de notre continent, l'Afrique. Il faut avoir un cerveau enchaîné pour ne pas comprendre notre combat. Pourquoi? Parce que, M. Nyamsi, aucun arbre ne peut grandir avec les racines d'un autre arbre. La langue porte une culture. La langue porte des concepts. Et plus encore, si tu es franc-maçon, je dis tu ne peux pas. Je reviens à ceci, que les Camerounais comprennent qu'il est impératif que chacun de nous demeure Camerounais. C'est parce que le Japonais demeure Japonais que le Japon avance. Mais que les gens viennent vous dire, ah, vous parlez du christianisme, est-ce que vous ne voyez pas, il y avait le christianisme, on a utilisé le christianisme. Mais le christianisme s'est propagé par l'Inquisition et les croisades. Et c'est ça Dieu, cette violence-là. Donc, l'Africain doit rester africain. Parce que, je le dis souvent, ce n'est pas par hasard que nos ancêtres étaient panthéistes. Et ils étaient panthéistes parce qu'ils savent que nous sortons de la terre et nous retournons à la terre. Mais ces gens, ces aliénés, qui ne peuvent même pas comprendre, il y a ce qu'on appelle chez les chrétiens le mercredi de cendre. Vous savez ce que le prêtre dit? Il fait une croix avec la cendre sur ton front. Il dit tu es poussière et tu retourneras poussière. Mais on ne lui demande pas, moi je veux retourner poussière, ah bon, donc je n'irai pas au paradis. C'est des choses sur lesquelles il faut méditer. L'Africain doit être africain. Et un Africain est d'abord africain par sa culture. Si tu es hors de ta culture, tu n'es plus de cette communauté-là. Et c'est ça le véritable problème. C'est ça qui motive notre combat. J'ai dit, moi par exemple, vous avez des gens qui vont à l'église pour prendre l'eau bénite. Les prêtres ont béni l'eau. J'ai dit, le prêtre c'est quoi? Le prêtre c'est qui?
est-ce que tu entends ce qu'il dit? Est-ce qu'il fait autre chose que de parler à l'eau? Il parle à l'eau. Tu peux faire de même. Mais bien sûr que tout le monde en a droit, en a le pouvoir. Tu fais de même, tu bénis ton eau avant et tu dis. Et surtout qu'il faut cette petite initiation pour comprendre que l'eau est d'une intelligence incomparable. Mais patriarche, quel est le discours qu'il faut tenir à la jeunesse africaine pour qu'elle sorte justement de ces choses-là? Avant-hier encore, nous avons vu dans la ville de Douala, ici même au Cameroun, un pasteur qui vient du Rwanda ou du Burundi, quelque chose comme ça, qui a rassemblé près de 30 000 personnes autour du stade Japoma, on appelle Kanguka. Est-ce que ce n'est pas parce que l'Africain est à la recherche du bien-être à cause de la misère qu'il vit, qui se retrouve justement dans ces églises, dans ces confréries et dans ces sectes en espérant avoir ce bien-être-là, patriarche? Les églises profitent de ce que je dis. Non seulement on a contraint les gens par la force, par la violence, par la criminalité, on a obligé les gens à accepter un Jésus-Christ qui n'a jamais existé. Et on leur a dit que Dieu a des représentants. Mais comment on peut être le représentant de quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Et jamais entendu. Il t'a nommé représentant quand? C'est une imposture. L'imposture consiste en ce que on vous dit, les hommes de Dieu. Ça veut dire que les autres sont les hommes du diable. Quand quelqu'un se fait représentant de Dieu, ça veut dire, en d'autres termes, qui se fait Dieu? Puisque tu ne verras jamais Dieu. Il va te dire, Dieu m'a dit ceci, Dieu a dit cela, et on voit quels sont les crimes qu'on commet. Moi, j'ai étudié ce chose jusqu'à faire l'exorcisme. Et j'ai compris un certain nombre de choses, et les gens ne savaient pas. Ma maison, tous les samedis, était pleine. À Biémassi, j'avais un groupe de prière. Je priais, mais j'étudiais. Et finalement, je suis arrivé à la conclusion que les gens ont besoin des gourous. Et moi, je ne peux pas être un gourou. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Parce que tu es doté de bonne foi, mais malheureusement, nous en avons effectivement, beaucoup qui... Je leur ai dit, lorsque au cours d'un exorcisme, quelqu'un se met à parler, on dit que l'esprit parle, le mauvais esprit parle. Et j'ai dit, si vous voulez comprendre, fermez donc la bouche de ce monsieur ou de cette femme pour qu'on entende l'esprit, le mauvais esprit parler. Tu n'entendras rien parce que tu auras bouché la bouche de celui qui parle. Est-ce que l'esprit ne parle pas justement en cette personne, c'est-à-dire l'esprit qui possède la personne? Si l'esprit parle, il faut que l'esprit parle et qu'on entende la voix de l'esprit. Que la personne la boucle et qu'on entende la voix de l'esprit. Non, je dis c'est de la naïveté et une naïveté vraiment qui nous cause beaucoup de tort. Si nous ne sommes pas africains, personne ne viendra d'ailleurs pour résoudre nos problèmes. Si nous ne sommes pas africains, nous resterons pauvres, alors que nous avons le continent le plus riche. Si nous ne devenons pas africains, et les autres font tout pour qu'on ne soit pas africain. Parce que imaginez un seul instant. Vous savez que la bombe atomique française a existé grâce à l'uranium du Niger. Mais et le Niger a quoi? Absolument. Quel est l'état des populations du Niger? Le Niger est l'avant-dernier pays le plus pauvre de la planète Terre. Voilà. Et on va vous dire, priez. Et quelques cerveaux enchaînés vont se mettre là. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Marie, Mère de Dieu. Si Marie
Et la mère de Dieu, le Père de Dieu, c'est qui? Il faudrait qu'on se pose cette simple question. Et puis Jésus, dans leur machin qu'ils appellent la parole de Dieu, la Bible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Mais, bon sang. Ça veut dire que, au moment où nous parlons, les estimations des scientifiques nous disent que le monde existe depuis des milliards d'années. Alors, pendant tout ce temps, avant l'arrivée de leur sauveur, on faisait comment? Justement. Parlant du Niger, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Patriarche, l'Arabie Saoudite continue de multiplier les mosquées au Niger. Ce qui fait qu'en plein cours à l'université, déjà qu'il n'y en a pas assez d'étudiants parce que le taux de scolarité au Niger est très faible. En plein cours, quand il est 12 heures, les étudiants sortent pour aller à la mosquée prier Allah. Je dis ceci. Tu te rends compte de l'aberration. Mais c'est de la bêtise. Si tu étudies à fond l'histoire de Mohammed, tu vas te demander qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes. Quand le chrétien dit que Jésus est Dieu, je posais la question à un prêtre un jour. Mais votre Dieu, vous vous rappelez de ce qu'il a dit quand on l'a mis en croix? Il était comme ça. Il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel est donc ce Dieu qui appelle Dieu? De quel Dieu s'agit-il? Et lui, il est quel Dieu? Et puis, depuis quand Dieu meurt, Dieu ne meurt pas. Les chrétiens disent qu'il ne faut pas comprendre ça comme ça. Non. Que nous n'avons pas les yeux de l'esprit pour comprendre ça. Non, ça c'est des dogmes qu'il faut refuter complètement. D'accord. Parce que nous avons, dès la naissance, le pouvoir de cogiter, le pouvoir de raisonner, le pouvoir de discerner. Alors, quand des gens vous disent vous n'avez pas ceci, non, les dogmes ne sont jamais divins. Les dogmes sont des trucs, j'appelle ça comme ça, conçus par des théologiens pour servir les intérêts des théologiens. Parce que, comme je l'ai dit, comment a-t-on imposé le christianisme chez nous? Mais par la force, par la brutalité. Mais comment quelqu'un peut-il défendre un Dieu tout-puissant? C'est comment? Dites-moi. C'est quelle logique? Dieu est tout-puissant et toi, le petit rien du tout, le grain de sable dans l'univers, tu dis que tu défends Dieu? De quel Dieu s'agit-il? Non, le Dieu qui existe, parce qu'il en existe un. Ce sont les Africains, les vrais, qui connaissent le vrai Dieu. D'accord. Mais le Dieu des religions abrahamiques, c'est de l'imposture. Et c'est pour ça que le mouvement kamite doit se battre pour laver les cerveaux qui ont été maltraités. Et nous devons nous battre pour que les gens comprennent que l'homme africain est celui qui est le plus proche de la vérité. Sinon, c'est lui qui est au cœur de la vérité. Il serait difficile en une seule édition de tout dire et nous espérons avoir dit l'essentiel, madame, monsieur, chers téléspectateurs. C'était Bilo Aïssi, commissaire X, ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. À travers le numéro de téléphone qui s'est affiché tout au long, au bas de votre écran, tout au long de l'émission, vous pouvez justement contacter ce numéro pour avoir l'ouvrage en question. Merci infiniment au patriarche, que nos ancêtres continuent de te donner longue vie, continuent de te donner la force pour encadrer cette jeunesse-là, comme tu le fais si bien, à intégrer justement le discours que tu ne cesses de propager, relatif à la renaissance de notre continent. Celui qui ne prie pas son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, et ainsi de suite, se fourvoie. Il se fourvoie pourquoi? Parce que, une fois de plus,
prenez la Bible, regardez, on a voulu que Jésus soit Dieu, mais Jésus se retrouve dans une généalogie. Parce que nous ne sortons pas, nous aujourd'hui, peut-être que le premier être est sorti de terre comme un ver, mais nous ne sommes pas sortis de terre comme un ver. Nous avons des gens qui nous ont donné la vie. Et à ceux-là qu'il faut s'adresser. On ne peut pas dire à des gens que prier, il ne faut pas invoquer le mort. Pendant ce temps, on vient nous dire la litanie des saints. Et pardon. Pendant ce temps, tous ces gens sont morts. Mais ce sont vos morts qu'il ne faut pas invoquer. Non, j'invoque papa, j'invoque maman, j'invoque mon grand-père, j'invoque ma grand-mère, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et je crois que je ne suis pas complètement déçu. Je ne suis même pas déçu. Parce qu'ils ne peuvent pas me décevoir. Parce qu'ils voudraient que la famille qu'ils ont créée puisse progresser, puisse évoluer. Mais ce n'est pas cela le vœu des colons et des endocolons. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, c'était Sagesse Kamit. Salut et à très bientôt pour une nouvelle édition. Je vais me lever avant de te saluer, Patriarche.